Pacifique Sud, quelque part entre Tahiti et Hawaï en 1200. Un navigateur polynésien se tient à la proue d'une pirogue double. Il n'a pas de boussole, il n'a pas de carte et évidemment pas de GPS. Il est juste lui, l'océan et 3000 km d'eau dans toutes les directions. Alors comment fait-il pour se repérer ? Il observe les étoiles, mais pas n'importe lesquelles, des étoiles spécifiques qui forment ce qu'on appelle des maisons dans le ciel nocturne. Des constellations que son grand-père lui a enseignées, que l'arrière-grand-père de son grand-père avait reçues en héritage. Une transmission qui remonte à des générations que personne n'a même comptées. Il lit les vagues, leur hauteur, leur direction, leur rythme. Chaque houle raconte une histoire sur les îles invisibles à des centaines de kilomètres. Il peut détecter la présence d'une terre ferme rien qu'à la façon dont l'océan ondule différemment quand il rencontre un obstacle. Et il surveille les oiseaux. Il paraît que certaines espèces, comme les frégates notamment, ne s'éloignent jamais de plus de 40 km de la Terre. Alors si tu vois une frégate au crépuscule, tu sais exactement dans quelle direction elle retourne. Il sent aussi les courants, la température de l'eau, les nuages qui se forment différemment au-dessus des lagons, certains plus épais, d'autres plus blancs, qui reflètent la luminosité des récifs coralliens. Mais voici ce qui est absolument fascinant, ce qui devrait nous troubler profondément. Il ne navigue pas vers une île précise qu'il pourrait voir à l'horizon. Oh non, il navigue en suivant une direction déterminée par les étoiles. La destination est invisible. Peut-être à 10 jours de voyage ou peut-être à 15 si les vents sont défavorables. Mais la direction, elle, est absolument, irréfutablement très claire. Et tous les jours au crépuscule, il vérifie sa position, il ajuste, il réaligne, il ne panique pas si une tempête l'a fait dévier. Il ne s'effondre pas si les vents l'ont poussé vers l'ouest au lieu du nord. Il a une direction, alors juste il corrige, il continue. Et maintenant, nous voici en 2025. Nous avons des GPS qui nous disent exactement où aller au mètre près. On optimise notre productivité, on améliore notre efficacité, on mesure nos KPIs parce qu'évidemment, on ne peut pas juste vivre. Ben non, il faut quantifier l'existence. On court toujours plus vite. Mais pour aller où ? Et la plupart des gens, et soyons honnêtes, n'ont jamais identifié leur étoile du Nord. Ils suivent le GPS qu'on leur a donné à la naissance, celui programmé par leurs parents, par leur culture, par Instagram, les influenceurs qui vendent du rêve comme on vendrait des encyclopédies dans les années 80, programmé par LinkedIn ou Success Story qui sentent le bullshit à 3 km. Mais ils courent très vite, efficacement même, vers une destination qu'ils n'ont jamais désirée, pour des raisons qu'ils n'ont jamais questionnées. Alors voilà l'heure de la question. Et si tu réussissais à changer, genre vraiment, profondément, mais que tu arrivais exactement là où tu ne voulais pas être. Et oui, et si toute cette course, toute cette optimisation, toute cette transformation personnelle te menait juste plus vite vers le mauvais endroit ? Le poète espagnol Antonio Machado, qui a écrit ses vers un siècle avant les GPS et 2 siècles avant les coachs LinkedIn, l'avait déjà compris. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Les navigateurs polynésiens ne cherchaient pas un chemin tracé sur une carte. Ils ne suivaient pas un itinéraire prédéfini. Ils créaient leur route en suivant les étoiles, en lisant l'océan et en s'adaptant au vent. La direction était claire, mais le chemin improvisé. Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Aujourd'hui, on aborde la question qu'on ne se pose que très rarement, la question qui devrait venir avant tout le reste en fait, avant les techniques, avant les méthodes, avant les formations à 2000 balles qui promettent de transformer ta vie. Parce que changer, ouais, ok, d'accord, super, bravo. Mais vers quoi ?
Parce que voilà le problème, et c'est un problème massif. Tu peux maîtriser toutes les techniques du changement, tu peux avoir tous les outils, toutes les méthodes, tu peux être excellent, brillant dans l'art de te transformer. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les podcasts. Enfin non, pas tous, il y en a qui sont vraiment pourris. Mais si tu ne sais pas vers quoi tu changes, si tu n'as pas identifié ton pourquoi, ta direction, tu vas juste courir très vite dans la mauvaise direction et arriver essoufflé, perdu, quelque part où tu n'as jamais voulu être. Et ça, permets-moi de te le dire avec toute la bienveillance dont je suis capable, c'est peut-être pire que de ne pas changer du tout. Parce qu'au moins, si tu ne bouges pas, tu sais où tu es et où tu n'es pas. Alors aujourd'hui, on va parler de direction avant de parler vitesse. On va parler de boussole avant GPS. On va parler d'étoiles avant de parler des objectifs. On va parler de ce qui compte vraiment. Alors j'espère que tu es prêt ou prête parce que ça va secouer certaines de tes certitudes les mieux ancrées. Respire avec moi un instant. Je vais te poser une question. Une vraie question. Pas rhétorique, pas pour le style. Quel est le dernier objectif que tu t'es fixé ? Prends quelques secondes pour y penser, sérieusement. C'était peut-être perdre du poids, changer de boulot, gagner plus d'argent, créer ton entreprise, être promu, déménager. Ça y est, tu l'as ? Maintenant, deuxième question. Et celle-ci est un peu plus dérangeante. D'où est-ce qu'il vient cet objectif, vraiment ? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ? Ou est-ce que tu l'as hérité ? Ou est-ce que quelqu'un l'a pensé pour toi ? Est-ce que c'est ton étoile du Nord ou le GPS de quelqu'un d'autre ? Peut-être tes parents, ta culture, ton ancien toi qui croyait savoir ce qui était bien ? Parce que voilà ce que je vois moi tous les jours dans mon cabinet. Je vois des gens brillants, courageux, déterminés. Des gens qui n'ont pas peur du travail ni des sacrifices. Des gens qui ont couru pendant des années, pendant 10, 15, parfois 20 ans. Qui ont réussi, objectivement, socialement, financièrement. Mais qui s'effondrent. Qui s'effondrent avec cette question de « j'ai tout ce que je voulais avoir. Alors, pourquoi est-ce que je me sens malheureux, malheureuse ?» La réponse est à la fois simple et dévastatrice pour certains. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais voulu ça. Peut-être qu'ils couraient dans la direction de quelqu'un d'autre, qu'ils grimpaient l'échelle de quelqu'un d'autre, qu'ils vivaient la vie de quelqu'un d'autre. Et ils n'ont réalisé l'erreur qu'une fois arrivés au sommet. Or, est-ce que c'est trop tard ? Oh non, rassure-toi, c'est jamais, jamais trop tard. Et aujourd'hui, on va comprendre comment ça arrive, comment on en arrive là, et surtout, comment ne pas répéter ce pattern. La course sans destination. Le problème du changement aveugle. Je vais te raconter l'histoire de Thomas. Thomas qui n'est peut-être même pas un homme, qui n'a peut-être même pas 38 ans. Mais bref, Thomas, 38 ans. Il pousse la porte de mon cabinet un après-midi de novembre. Tu sais, ces après-midi gris où la nuit tombe à 17h et où tu te demandes pourquoi tu vis dans un pays où le soleil fait grève 6 mois par an. Il a un costume impeccable. Il a un cartable en cuir italien qui a probablement coûté bien plus cher que tout le mobilier de mon appart. Il a une montre qui brille, des chaussures cirées, une coupe de cheveux à 80 balles minimum. Tout est parfait chez lui, absolument tout. Et au bout de quelques minutes, il fond en larmes. Pas des petites larmes, mais des grosses larmes, profondes, comme si un barrage venait de céder après 20 ans de contention. Parce que Thomas a réussi, entre guillemets. Je mets des guillemets, même si tu les vois pas, mais imagine des doigts qui bougent autour de réussi. Il est diplômé d'HEC, parce qu'évidemment, rien de moins n'aurait fait l'affaire. Il a une carrière brillante en finance du marché, le genre de boulot où tu gagnes en 1 an ce que moi je gagne en 10. Un salaire à 6 chiffres, ça je m'en doute, parce qu'il a un appartement dans le 7e arrondissement de Paris qu'il n'a sûrement pas acheté avec un crédit étudiant. Il est marié, il a une femme qu'il adore, brillante évidemment aussi, 2 enfants, un garçon, une fille, l'équilibre parfait quoi. Toutes les cases sont cochées, toutes, sans exception. La checklist du succès version 2026. Et puis c'est là qu'il me dit, j'ai tout ce que je voulais, j'ai tout. Alors pourquoi est-ce que je suis malheureux ? Alors on commence à creuser. Parce que moi c'est mon travail de creuser, de descendre dans les couches du vernis social jusqu'à atteindre la vérité enfouie. Et très vite, en fait, beaucoup trop vite, quelque chose d'étrange émerge. Chaque objectif qu'il a atteint, vraiment chacun de ses objectifs, viennent de son père. L'école de commerce, le père en rêvait mais n'a jamais pu y aller parce qu'il venait d'une famille modeste, il n'avait pas les moyens. Donc il est devenu comptable dans une PME, respectabilité minimale, mais son rêve, lui, n'est jamais mort, il l'a transféré.
Les finances, ben oui, c'est un métier sérieux, c'est pas comme ces artistes qui ne gagnent rien, c'est un métier d'homme, disait son père. L'appartement parisien? Ben, tout simplement la preuve qu'on a réussi. Et même son mariage, sa femme correspond exactement, mais vraiment exactement au profil que son père décrivait comme une bonne épouse. Elle est belle, diplômée, belle mais pas trop, issue d'une bonne famille, catho. Thomas a 38 ans. Il a passé 20 ans à grimper une échelle haute, une échelle super difficile qui demandait du courage, de la détermination et des sacrifices. Il a grimpé avec excellence, avec acharnement. Et pour réaliser quoi? Arrivé en haut, complètement essoufflé? Ben que cette échelle était appuyée contre le mauvais putain de mur. Et le pire, c'est ça qui est vraiment tragique, c'est qu'il ne s'en est jamais rendu compte jusqu'à aujourd'hui avant de craquer. En réalité, il a intériorisé ses objectifs à 15 ans. 15 ans quand son cerveau se formait, quand il cherchait désespérément l'approbation paternelle. Et ce sont devenus les siens alors. Il y a cru, sincèrement. Il les a poursuivis avec conviction, avec détermination, excellence. Il a couru à toute vitesse, avec la certitude d'aller dans la bonne direction. Sauf qu'il n'avait pas choisi cette direction. Il y a un chercheur que j'adore, qui s'appelle Kennon Sheldon. Il est psychologue à l'université du Missouri. Ce type a passé littéralement des décennies, genre 3, à étudier exactement ce phénomène. Il l'appelle le problème de la self-concordance, ou concordance avec soi-même, toujours pas d'accent, ou plutôt l'absence de concordance même. Et il a découvert quelque chose de fascinant qui explique tout. Enfin presque. On sélectionne souvent des objectifs qu'on aime, mais qu'on ne veut pas vraiment. On poursuit souvent des objectifs qui sonnent bien, oui, mais qui sont motivés par la pression, l'approbation ou l'identité sociale, mais pas par nos valeurs. T'as entendu la distinction aimer versus vouloir? On sélectionne souvent des objectifs qu'on aime, mais qu'on ne veut pas vraiment. Et ces deux verbes, aimer, vouloir, il y a un gouffre entre les deux. Parce que les objectifs qu'on aime, c'est ceux qui sonnent bien. C'est ceux qui impressionnent au dîner, c'est ceux qui font briller les yeux de ta mère, c'est ceux qui cochent les cases sociales, qui te font sentir sur la bonne voie, même si personne ne sait vraiment où mène cette voie. Et à côté de ça, on a les objectifs qu'on veut, mais vraiment. Ceux qui sont alignés avec tes valeurs profondes, avec ton identité authentique, ceux qui te fait vibrer à 3h du matin quand personne ne te regarde et que tu n'as rien à prouver à personne. Et pour en revenir à Thomas, il aimait l'idée de réussir en finance, bien sûr, ça lui plaisait intellectuellement. Il y a du challenge, des chiffres, d'une complexité, ça flattait son ego. Et soyons honnêtes, gagner plus en un mois que ton père en un an, ça fait quelque chose à ton ego. C'est cool pour l'ego, content l'ego. Et ça rassurait sa famille. Son père rayonnait de fierté, sa mère racontait son parcours à tous ses amis. Mais lui ne voulait pas vraiment ça. Pas profondément, en tout cas pas viscéralement. Car son moi profond, celui qui a été cadenassé à 15 ans et enfermé au fond d'un placard mental, il aspirait à autre chose. Et il aspirait à quoi? À enseigner, à transmettre, à avoir des yeux s'illuminer quand quelqu'un comprend quelque chose, à vivre simplement, mais sans cette course permanente. Lui, ce qu'il voulait, c'est avoir des conversations qui durent des heures, qui ne tournent pas autour des marchés et des finances. Et c'est précisément pour ça qu'il s'effondre aujourd'hui, au sommet de sa réussite, au moment où tout le monde lui enviait sa vie. Alors avant de juger Thomas, ou avant de te reconnaître un petit peu trop en lui, ne panique pas, il faut comprendre quelque chose d'absolument fondamental. Ça arrive à tout le monde. Pas à quelques personnes malchanceuses, pas à ceux qui sont faibles ou confus, à presque tout le monde. Nous construisons souvent notre identité à partir des histoires qu'on nous raconte, à partir des scénarios qui sont écrits par d'autres, des narratifs culturels sur ce que c'est qu'une belle vie. Et on passe parfois des décennies entières de notre courte existence à vivre la vie de quelqu'un d'autre sans même s'en rendre compte. Et le problème, c'est que ces objectifs empruntés se déguisent en désirs authentiques. Ils portent le masque de tes aspirations, ils parlent avec ta voix, mais ce ne sont pas les tiens. Alors comment on fait concrètement, pragmatiquement, pour savoir si on court dans la bonne direction? Valeur versus objectif. La boussole contre le GPS. Il va falloir qu'on clarifie quelque chose, parce que l'industrie du développement personnel a tout mélangé, comme d'habitude, tout. Ils utilisent objectif, but, valeur, aspiration, vision comme des synonymes interchangeables, comme si c'était la même chose, comme si c'était pareil. Mais non, c'est pas du tout pareil. Et confondre tout ça, c'est confondre une destination avec une direction. C'est confondre un point d'arrivée avec un mode de vie. Car il y a une différence fondamentale entre un objectif et une valeur. Et comprendre cette différence, vraiment la comprendre, c'est comprendre la différence entre le GPS et la boussole, pour reprendre ma métaphore.
c'est comprendre la différence entre courir vers un point fixe et naviguer selon une direction. Pour faire simple, les objectifs, c'est le GPS. C'est un point fixe dans l'espace-temps, c'est une coordonnée précise, c'est une destination clairement définie. Dans le genre, je veux gagner 100 000 € par an d'ici 3 ans. Ouais, chacun ses objectifs. Je veux perdre 10 kilos avant l'été. Je veux être promu manager avant mes 35 ans. Je veux acheter une maison dans le sud-ouest d'ici 2 ans. Caractéristiques mesurables, datées, atteignables, vérifiables. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est un peu noir ou blanc, t'y arrives ou t'y arrives pas, succès ou échec. Fin. Car quand on arrive à destination, le GPS annonce fièrement « Vous êtes arrivé » et puis il s'éteint. Et tu te retrouves là, devant cette destination que tu as poursuivie pendant des années et tu te demandes « Ok, et maintenant, c'est tout? C'est pour ça que j'ai sacrifié tous mes week-ends ?» Les psychologues appellent ça le post-achievement depression, la dépression post-accomplissement. C'est quand tu obtiens exactement ce que tu voulais et que tu te sens complètement vide. Comme moi qui a passé des mois et des mois à me préparer à mon premier marathon. Pareil, demande aux athlètes olympiques, aux docteurs qui finissent leur thèse, aux entrepreneurs qui vendent leur boîte. Parce qu'il y a une épidémie silencieuse de gens qui atteignent leurs objectifs et s'effondrent ensuite. Alors maintenant parlons des valeurs. Les valeurs, c'est la boussole, c'est une direction, pas une destination. C'est un mode de navigation permanent. Par exemple, je veux contribuer au bien-être des autres, parce que je suis altruiste. Ou je veux créer de la beauté dans le monde. Ou je veux vivre avec intégrité. Ou encore, je veux cultiver la curiosité et l'apprentissage. Caractéristiques des valeurs, elles sont impossibles à atteindre complètement. Il n'y a pas de case à cocher. C'est un voyage mais infini, c'est une orientation permanente, c'est un mode d'être. C'est un endroit où tu n'arrives jamais en soi, mais tu es en chemin, constamment. Imagine, t'as un GPS qui te dit « tourne à gauche dans 200 mètres, puis tout droit pendant 3 km, puis à droite au rond-point ». Ok, on est d'accord, c'est rigide, précis, anxiogène. Si tu rates le virage, il recalcule frénétiquement avec ce ton légèrement accusateur de la voix synthétique. Si tu es bloqué dans les embouteillages, il recalcule encore, et encore. L'heure d'arrivée change, ton stress monte. Si tu dévies de la route prévue, il entre parfois en panique et te fait faire 3 fois le tour du rond-point pour revenir en arrière. Et quand tu arrives, paf, c'est fini, il s'éteint. Tu dois entrer une nouvelle destination. Tu dois trouver un nouveau point d'arrivée. Sinon, tu es juste là, sans direction. Alors que la boussole, elle te dit « le nord, c'est par là ». Et c'est plutôt flexible, hein. Plusieurs chemins possibles pour aller au nord. En fait, une infinité de chemins. Si tu dévies, tu réajustes calmement. Tu ne paniques pas, tu ne recalcules pas frénétiquement. Tant que tu vas globalement vers le nord, tu es sur le bon chemin. Tu crées ton chemin. Et ça ne s'éteint jamais. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de félicitations, vous avez terminé votre vie, vous pouvez maintenant mourir tranquille. Non, là tu marches, tu ajustes, tu continues jusqu'à ton dernier souffle si tu le souhaites. Il y a un chercheur finlandais, parce qu'apparemment les Finlandais ont le temps de réfléchir à ces questions existentielles pendant leur long hiver, qui s'appelle Frank Martela. Et lui, il collabore avec les grands noms de la psychologie positive, comme Seligman, Wybormyski, tous ces gens qui étudient ce qui fait qu'une vie est bien vécue. Et Martela a identifié quelque chose de très intéressant. Il a montré que le sens de la vie, et attention, je ne parle pas du bonheur, je parle du sens, a 3 dimensions. 3, pas une. La première, c'est le purpose, c'est-à-dire avoir une direction, des objectifs, une raison de se lever le matin. Le deuxième, c'est la cohérence, que ta vie fasse sens, qu'il y ait une logique interne, que tes actions d'aujourd'hui correspondent à ce que tu valorises toi, aujourd'hui, intérieurement. Et enfin, troisième point, la significance, je sais pas le dire, mais sentir que ça compte, que ça a de la valeur, que ton existence fait une différence même infime à l'échelle mondiale. Et voilà pourquoi tu peux atteindre tous tes objectifs et te sentir complètement, existentiellement vide. Tu avais peut-être le purpose, tu avais peut-être des objectifs clairs, une direction apparente, un plan, mais tu manquais peut-être la significance. Est-ce que ça comptait vraiment? Et ça comptait pour qui? Pourquoi? Pour quel sens profond? Et là, la cohérence, forcément, ce point numéro 2 était brisé. Ta vie externe ne correspondait pas à ta vie intérieure. Tu jouais un personnage, tu portais un masque. C'est un peu comme avoir un GPS ultra précis qui te mène très efficacement au mauvais putain d'endroit. Techniquement, tu as réussi, le GPS t'a dit que t'étais bien arrivé. Mais émotionnellement, tu es complètement perdu.
Et maintenant, je vais te parler de Sarah, qui ne s'appelle pas Sarah, qui n'a pas 31 ans, qui n'est pas coach sportive, qui n'a pas un corps sculpté par des années de discipline. Bref, Sarah vient me voir en janvier, parce qu'évidemment, en janvier, c'est le mois des résolutions et des effondrements. Elle est épuisée, pas juste fatiguée, elle est brûlée de l'intérieur, elle a les yeux éteints, le sourire forcé. Elle s'était fixé un objectif SMART, tu sais, cet acronyme magique que tous les coachs adorent. Et moi aussi d'ailleurs. Un objectif SMART, c'est déjà un objectif spécifique. Pour elle, c'est devenir influenceuse fitness. Pas de jugement. C'est aussi mesurable. Elle veut 100 000 abonnés sur Insta. Son objectif doit être atteignable, mais c'est possible pour elle parce que d'autres l'ont fait. Il doit être réaliste. Elle a les compétences normalement pour y arriver. Et il doit être temporellement défini. Pour elle, elle se laisse 2 ans. On pourrait dire que c'est un objectif parfait, une bonne checklist. C'est prévu, c'est un peu pensé quoi. Et pourquoi cet objectif ? Parce que c'est comme ça qu'on réussit dans ce milieu. À skip. Traduction, parce que tout le monde fait ça. Parce que c'est ce qui marche soi-disant, parce que si tu n'as pas 100 000 abonnés, t'es rien, parce que le succès se mesure en followers, évidemment, parce que l'algorithme est Dieu et les likes sont les prophètes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle atteint 98 000 abonnés en 18 mois. Donc presque l'objectif, très presque, si proche, presque la réussite. Elle poste 3 fois par jour des photos de son petit-déj healthy, des vidéos de ses workouts, des stories de ses routines matinales. Elle suit toutes les tendances, elle fait des réels sur les derniers sons à la mode. Elle fait tout bien pour que ça marche, donc des vidéos qu'elle déteste, des trucs sexy, suggestifs, parce que c'est ce que l'algorithme adore. Et elle optimise, elle analyse ses stats, elle teste les meilleurs horaires de publication, elle performe même. Sa vie entière est devenue un contenu. Et elle, ce qu'elle me dit, c'est « j'ai presque réussi, 98 000, encore 2000 et j'y suis, mais je suis misérable, complètement misérable. » Donc c'est un peu un choc, et je lui pose cette question, très simple et horrible pour elle. Ok Sarah, mais si Instagram ça disparaît demain, boum, effacé de la surface de la Terre, qu'est-ce que tu ferais ? Là il y a eu un long silence, elle s'est plongée dans ses réflexions. Et puis elle m'a dit j'aimerais beaucoup aider les gens en one-to-one, genre en personne quoi. Voir la transformation dans leurs yeux, les accompagner sur des mois, créer des vraies relations. Mais après elle me dit ouais mais ça scale pas, c'est pas scalable. Donc je me suis dit que c'était pas un vrai succès, que je devais viser plus grand, que je devais toucher les masses quoi. Donc tu vois le problème, tu vois le piège dans lequel elle est tombée et dans lequel on tombe tous, c'est que son objectif, 100K, n'était pas du tout aligné avec sa valeur profonde. Sa valeur, son étoile du Nord, ce qui la faisait vibrer à 3h du matin, c'était avoir un impact profond sur des individus, transformer des vies, une personne à la fois, créer des connexions authentiques. Alors donc, son objectif, toucher des masses et scaler, devenir grosse, avoir de l'influence quantifiable, ces deux choses ne pointent pas du tout dans la même direction. En fait, elles pointent dans des directions complètement opposées. Donc plus elle gagnait d'abonnés, plus ses interactions devenaient superficielles. Plus elle scalait, moins elle avait d'impact profond. Et plus elle réussissait selon les standards du milieu, plus elle s'éloignait de ce qui comptait vraiment pour elle. Elle a couru très vite, dans la direction exactement opposée à son or. Et le truc, c'est que personne ne lui avait jamais dit que c'était ça peut-être le problème. Identifier tes valeurs, le vrai travail. On arrive au cœur du problème, la partie qui fait vraiment mal parce qu'elle demande de l'honnêteté. Une honnêteté brutale, inconfortable, celle qui te réveille à 3h du mat. Enfin peut-être pas toi, mais moi si, ça me pose question. Comment fait-on pour identifier ces vraies valeurs ? Celles qui sont vraiment les tiennes, pas celles qu'on t'a prêtées à la naissance comme un costume trop grand dans lequel tu as grandi sans jamais te demander s'il te plaisait vraiment. Non, quelles sont vraiment les tiennes ? Il y a une chercheuse israélienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ptinit Rousseau-Netzer. J'espère que je ne massacre pas son nom. Elle a développé un concept qu'elle appelle l'Authentic Inner Compass, ou la boussole intérieure authentique. Et avant que tu lèves les yeux au ciel en te disant encore un concept New Age avec des cristaux et de l'encens, non, sache que ce n'est pas une métaphore ésotérique. C'est un construit scientifique, rigoureux, mesuré et validé sur plusieurs échantillons dans des études publiées et évaluées par les pairs. Et elle a passé des années à étudier ce qui distingue les gens qui vivent selon leurs vraies valeurs de ceux qui vivent selon les valeurs empruntées. Et elle a découvert quelque chose de fascinant. Les personnes avec une boussole intérieure forte, c'est-à-dire des valeurs autodirigées, vraiment choisies et non empruntées, font des choix quotidiens qui priorisent le sens plutôt que le plaisir immédiat ou l'approbation sociale. Ils refusent des promotions qui les éloigneraient de ce qui compte. Ils disent non à des opportunités lucratives qui ne correspondent pas. Ils acceptent d'être jugés, critiqués, incompris, parce que leur boussole est claire. Et le plus intéressant, et même le plus libérateur, c'est que cette boussole n'est pas innée. Non, on n'est pas forcément avec une boussole. Une boussole, on la construit, on la développe, on la raffine. Et comment ?
En te posant activement les bonnes questions. Et en ayant le courage, bien sûr, d'entrer dans les réponses. Alors les voilà ces questions. Les questions qui vont peut-être faire trembler certaines de tes certitudes. Voici la première. C'est le test du lit de mort. Non, reste avec moi. Oui, c'est morbide, je sais, mais c'est efficace, super efficace. Alors pour ça, tu peux prendre quelques instants et juste fermer les yeux. Si tu conduis, ne fais pas ça. Et imagine t'as 90 ans. Bon, si ça te semble trop loin, ajoute juste 60 ou 50 ans à ton âge actuel. Voilà, imagine. Avance dans le temps. Imagine que tu es sur ton lit de mort. Pas de panique. Pas de manière tragique, hein. Juste, tu as vécu. Tu as vécu longtemps. Et maintenant, c'est la fin. Et tu regardes ta vie en arrière. Tu regardes l'intégralité de ton parcours. Tu regardes tous tes choix, toutes tes actions, toutes les directions que tu as prises. Qu'est-ce qui doit être vrai pour que tu te dises « j'ai bien vécu ». Pas « j'ai gagné combien », pas « j'ai atteint quel poste », pas « combien de personnes sont venues à mon enterrement », non, mais « comment ai-je vécu ? Qui ai-je été ? Qu'est-ce qui comptait vraiment ?» Pense à ça. Il pourrait y avoir plusieurs types de réponses. Peut-être se dire « ah, j'ai été un bon parent, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'étais présent, vraiment présent, pas juste physiquement là. » Ou alors peut-être te dire que tu as aidé des gens, concrètement, pas sur les réseaux, mais dans la vraie vie. Peut-être que tu as créé quelque chose de beau, quelque chose qui a duré. Peut-être que tu te dirais que tu es fidèle à toi-même, que tu l'as toujours été, même quand c'était difficile, même quand c'était coûteux, même si tu as perdu des gens autour de toi. Ou peut-être que tu te diras « ah, j'ai eu des aventures, j'ai pris des risques, j'ai osé. » Ou encore « j'ai aimé profondément, avec passion, sans retenue. » Ce ne sont que des exemples, mais prends le temps, vraiment. Et s'il y a des réponses qui émergent, n'hésite pas à les noter quelque part, sur ton frigo, sur ton téléphone, dans un carnet. Parce que ces réponses-là, celles qui te sont venues, ces réponses spontanées qui viennent de ton ventre et qui ne viennent pas de ta tête, c'est ça, tes valeurs. C'est exactement ça. Voici l'heure de la deuxième question. Si tu es prêt et prête. Qu'est-ce qui te met en colère dans ce monde ? Pas juste agacé, pas juste irrité, mais vraiment, vraiment, vraiment en colère, viscéralement, au point de ne plus pouvoir dormir, au point de vouloir crier. Parce que voilà un secret. Tes valeurs se révèlent souvent par ce qui te révolte, ce qui transgresse tes valeurs déclenche ta colère. Alors peut-être que tu ne peux pas supporter l'injustice, que les riches s'enrichissent pendant que les pauvres crèvent. Et là, c'est une très bonne valeur, c'est l'équité, la justice sociale. Ou peut-être que tu ne peux pas supporter le mensonge, les politiques qui mentent, les marques qui manipulent. Et là aussi, on a trouvé une valeur. La vérité, l'authenticité, la transparence. Peut-être que tu ne peux pas supporter qu'on fasse souffrir les animaux, les élevages intensifs, les tests en labo. Et là, on a une valeur compassion, protection du vivant. Ou alors, tu ne peux peut-être pas supporter le gaspillage, la surconsommation, l'obsolescence programmée. Et là, on aurait une valeur sobriété, respect des ressources, durabilité. Ou encore, tu ne peux pas supporter l'hypocrisie, les gens qui prêchent une chose et en font une autre. Et là, on a une valeur très forte qui s'appelle aussi cohérence, intégrité. Alors pense à ça, pense à ta colère, parce que c'est pas un problème cette colère. C'est une boussole, elle aussi. Une boussole très précieuse. Alors écoute-la, et vois ce qui vient quand tu penses à ce qui te révolte. Question numéro 3. Quand est-ce que tu te sens être le plus toi-même ? J'ai pas dit quand est-ce que tu te sens être le plus heureux ou la plus heureuse, c'est beaucoup trop vague. Le bonheur, c'est éphémère, c'est changeant. Mais plutôt, quand as-tu l'impression d'être pleinement aligné avec toi ? En intégrité totale, sans masque, sans performance, sans tension entre qui tu es et qui tu montres. Pour certains, ça pourrait être dans l'enseignement, quand tu vois les yeux qui s'illuminent de compréhension, et là on aurait une valeur transmission, éducation. C'est peut-être quand tu es dans la nature, loin du bruit, loin des écrans, loin des humains en fait. Et là on aurait une valeur de solitude choisie, de connexion au vivant, et au vivant peut-être même non humain. Peut-être que c'est quand tu crées quelque chose avec tes mains, peut-être un plat, un meuble, une œuvre, un jardin. Et là, c'est une valeur créativité, un ancrage dans le réel. Ou alors quand tu fais rire tes amis, quand tu crées de la légèreté, de la joie, des sourires. Et là, c'est une valeur joie, joie partagée, connexion, humour. Ou peut-être que c'est quand tu te bats pour une cause, quand tu signes des pétitions, quand tu manifestes, quand tu milites. Et là, ce serait une très belle valeur aussi, d'engagement, de justice et d'action. Et ne juge pas tes réponses, juste prends-en conscience.
note-les, vis-les, habite-les. Et maintenant, voici l'outil le plus puissant, celui que j'utilise le plus souvent en thérapie. C'est les 5 pourquoi. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une technique inventée par Sakichi Toyoda, le fondateur de Toyota. À la base, c'était pour identifier la cause racine d'un problème mécanique. Genre pourquoi la voiture ne démarre pas? Est-ce une batterie morte? Oui, mais pourquoi? L'alternateur est cassé? Oui, mais pourquoi? La courroie usée? Oui, mais pourquoi? Bref. Et les thérapeutes, qui sont toujours en train de voler des techniques aux ingénieurs, l'ont adapté pour identifier la valeur racine derrière un objectif. Alors voilà comment ça marche. Prends un objectif que tu as, n'importe lequel, le premier qui te vient, et demande-toi « Pourquoi est-ce que je veux ça ?» Et puis tu notes la réponse. Et puis tu te redemandes « Ok, pourquoi à cette question ?» Tu notes ta réponse, et tu recommences encore. Pourquoi ? À chaque fois que tu écris une réponse, tu redemandes pourquoi, tu relances, jusqu'à avoir tes 5 pourquoi, jusqu'à atteindre la valeur fondamentale. Je vais te donner un exemple avec Sarah, notre coach sportive. On a fait l'exercice ensemble. Donc elle, son objectif, c'était « Je veux 100K d'abonnés sur Instagram ». Pourquoi ? Réponse : pour réussir dans mon métier. Ok. Question : pourquoi veux-tu réussir ? Réponse : pour gagner ma vie confortablement. Ok. Question : pourquoi est-ce que c'est important pour toi de gagner ta vie confortablement ? Réponse : pour être indépendante financièrement, pour ne plus dépendre de personne. Ok. Question : pourquoi est-ce que l'indépendance est importante pour toi ? Et là, elle était un peu plus longue à venir, la réponse. Et sa réponse : pour ne plus avoir à faire ce qui ne me ressemble pas, pour ne plus avoir à me trahir pour de l'argent. Tada ! On vient de toucher le fond. La valeur racine, cachée sous ces 5 couches de justification sociale, c'est ça. L'authenticité, l'intégrité, l'alignement, être fidèle à elle-même. Et voilà le problème, c'est que ces 100K d'abonnés, c'était un objectif complètement et radicalement déconnecté de sa valeur. Pire, qu'il l'éloignait de sa valeur. Donc plus elle avait d'abonnés, moins elle pouvait être authentique. Plus elle performait, plus elle se trahissait. Il y a une autre chercheuse que j'aime beaucoup, oui, parce que j'aime bien les gens qui cherchent des trucs, qui s'appelle Tatiana Schnell, qui est une psychologue existentielle. Elle a identifié 26 sources différentes de sens dans la vie humaine. Pour n'en citer que quelques-uns, les relations intimes, la créativité, le défi, la tradition, la nature, la justice, la connaissance, la spiritualité, la générosité, la santé, le plaisir, le pouvoir, l'accomplissement, la sécurité, et j'en passe. Et ce qui compte, c'est que ta direction connecte avec au moins une de tes sources personnellement significatives. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul bon chemin, il n'y a pas qu'une seule bonne vie possible. Il y a un chemin qui peut émerger de ta constellation, mais qui est unique de valeur. C'est ton cocktail personnel qui compte. Alors prends le temps de répondre aux questions que j'ai posées avant. Et si tu les as pas toutes en tête, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, je remettrai tous les exercices. Et n'hésite pas à écrire sur du papier, sur des écrans, sur ce que tu veux, mais écris. Parce que c'est souvent en écrivant qu'on découvre ce qu'on pense vraiment. C'est en articulant qu'on révèle. Et une fois que tu les auras regardées, ces valeurs, que tu en auras peut-être 3, 4, 5, là on pourra dire que ta constellation émerge, que tu as ta boussole, que tu as ton étoile du Nord. Alors tu pourras commencer à vérifier si les objectifs que tu poses actuellement, est-ce qu'ils vont dans ces directions. Alors voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas parce qu'on a tout dit, oh non du tout, mais parce que continuer sans s'arrêter ici, ce serait une erreur en fait. Car tu viens peut-être de faire quelque chose de rare. Peut-être que tu viens d'entrevoir ce qui compte vraiment pour toi. Pas ce qui sonne bien, pas ce qui rassure, pas ce qui est validé, mais ce qui, quand tu l'admets franchement, te donne ce petit mélange, tu sais, un mélange de clarté et de vertige. Car une boussole ne sert à rien tant qu'on ne la regarde pas, et la regarder, ça veut parfois dire reconnaître que tu marches depuis longtemps dans la mauvaise direction. Alors, avant de transformer ça en plan, avant de chercher quoi faire après, avant de refaire un GPS mental pour ne surtout pas sentir l'inconfort, arrête-toi. Pousse, pose, écris, note, laisse infuser. Parce que ce que tu viens d'identifier, ce ne sont pas des idées, ce sont des directions possibles de vie. Si tu veux retrouver ces exercices, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter La Lettre Noire, elle arrive tous les 15 jours. Si tu préfères les fragments courts, retrouve-moi sur Insta à maeva.hypno. Et si ton système nerveux est prêt à être accompagné dans cet accordage, les visios et le cabinet sont là pour ça. Tous les liens sont en description.
Dans la seconde partie de cet épisode, on va entrer dans la zone que tout le monde évite. Ce que ça coûte concrètement de suivre sa boussole. Les sabotages, les pertes, le prix. Parce que non, suivre son nord, ce n'est pas que romantique, c'est parfois cher, c'est parfois violent. Alors d'ici là, ne cours surtout pas, regarde où ça pointe la boussole et laisse ton corps confirmer ce que ton mental essaie de négocier. À bientôt.